Partout autour de nous, il y a une force cachée dans les murs, qui dort dans les prises. On l'appelle l'électricité, et on pense tous savoir ce que c'est. Mais cette compréhension, en réalité, c'est un mensonge. Une sorte d'histoire simplifiée, bien pratique, pour nous éviter de regarder la vérité en face. On nous a appris que c'est simple, que c'est comme de l'eau qui coule dans un tuyau, de petits électrons qui se baladent gentiment pour nous apporter de l'énergie. Sauf que la réalité, elle est beaucoup plus étrange, et bien plus puissante. D'un côté, on a l'histoire qu'on apprend à l'école, celle des électrons qui coulent tranquillement. C'est simple, c'est rassurant. Mais de l'autre, il y a la vérité. Ce n'est pas de l'énergie domestiquée, c'est carrément la force fondamentale qui empêche toute la matière de l'univers de s'effondrer sur elle-même. Alors oublions tout ce qu'on pensait savoir, on va déconstruire la réalité morceau par morceau. Bon, alors plongeons là-dedans et on va commencer par une énigme toute simple, un paradoxe qui défie complètement notre intuition. Imaginons un truc un peu fou, un immense câble de cuir qui fait tout le tour de la Terre. D'un côté du monde, on met un interrupteur, et de l'autre côté, une ampoule. On appuie sur l'interrupteur. La lumière, de l'autre côté de la planète, s'allume quasi instantanément. Donc on se dit que logiquement, les électrons doivent foncer dans le câble comme des balles de fusil microscopiques, non? C'est la seule explication possible. Eh bien, c'est totalement faux. La réalité est stupéfiante. Dans un fil de cuivre standard, les électrons individuels se déplacent à environ 1 mm par seconde. Oui, c'est plus lent qu'un escargot. Pourtant, le signal, lui, l'ordre d'allumer la lumière, il voyage bien à près de 300 000 km par seconde. Alors, comment quelque chose peut être à la fois incroyablement lent et presque instantané? C'est là que se trouve le paradoxe. Et voilà la solution. Le fil de cuivre n'est pas un tuyau vide qui attend d'être rempli. Il est déjà plein à craquer. C'est une véritable mer d'électrons. Quand on appuie sur l'interrupteur, on ne fait que pousser le tout premier électron qui pousse son voisin qui pousse le suivant, et ainsi de suite. C'est une onde de choc, une onde de pression qui se propage. Ce n'est pas l'électron qui voyage vite, c'est l'information. Ok, maintenant qu'on a vu le comment, passons à la force qui se cache derrière ce phénomène. Une puissance si démesurée, si fondamentale, qu'on a complètement oublié qu'elle existait. Faisons une autre petite expérience par la pensée. Prenez 2 grains de sable, tout ce qu'il y a de plus banal. Maintenant, imaginez qu'on puisse leur enlever juste 1% de leurs électrons. Juste un tout petit pourcent. Eh bien, la force électrique qui les repousserait l'un l'autre serait astronomique. Pour les garder à 1 mètre de distance, il faudrait une force équivalente au poids de la planète Terre. C'est juste délirant. Pour mettre ça en perspective, l'électromagnétisme est 10 puissance 42 fois plus puissant que la gravité. C'est un chiffre qui ne veut même plus rien dire. C'est la différence entre le bruit d'une plume qui tombe et celui d'une galaxie qui explose. Alors, la question évidente, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas constamment déchiqueté par cette force monstrueuse? C'est parce que l'univers effectue un tour de magie permanent, l'équilibre parfait. Pour chaque charge positive, il y a une charge négative qui l'annule. Le monstre est là, mais il est enchaîné par son propre équilibre. L'électricité, au fond, c'est juste le fait de perturber cet équilibre, un tout petit peu. Et cette idée de champ de force, ça nous amène à une conclusion encore plus troublante. Une idée qui remet en question notre perception la plus fondamentale de la matière solide. C'est une affirmation qui peut paraître folle, mais du point de vue de la physique, c'est la pure vérité. Personne n'a jamais touché à quoi que ce soit. Quand on tape sur une table, on sent bien cette solidité, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Ce qu'on appelle toucher, ce n'est pas un contact matériel, ce n'est pas nos atomes qui se cognent, c'est la force de répulsion entre le champ électromagnétique des électrons de notre main et celui des électrons de la table. C'est une interaction de force, pas de matière. Il faut se rappeler que la matière, c'est essentiellement du vide. À 99,99%, si le noyau d'un atome était gros comme une bille au centre d'un stade de foot, les électrons seraient des grains de poussière dans les gradins. Ce qui nous donne cette impression de solidité, ce n'est qu'une illusion créée par ces champs de force. Donc en ce moment même, personne n'est réellement assis sur sa chaise. On est tous en lévitation, à une distance minuscule, quelques nanomètres au-dessus, repoussés par un coussin invisible de force électromagnétique. Le monde matériel est une illusion, le monde réel est un monde de champs de force. Cette idée, elle a rendu les scientifiques fous pendant longtemps. Newton, par exemple, détestait ce concept d'action à distance. Il a fallu attendre un génie autodidacte comme Michael Faraday, qui ne pensait pas en équations mais en images, pour qu'on comprenne. Il a visualisé ce champ, une substance qui remplit tout l'espace, un océan invisible dans lequel on baigne tous.
Bon, jusqu'à présent, on est resté dans de la physique bien établie, même si elle est vertigineuse. Mais ce concept d'un champ universel, d'un océan invisible, ça ouvre la porte à des questions bien plus profondes. Et si cet océan pouvait être influencé par quelque chose d'aussi immatériel que l'intention? Là, on entre dans un domaine plus spéculatif, mais absolument fascinant. Il y a une expérience incroyable qui explore ça, celle du tichoscope de René Poic. Un poussin, à sa naissance, voit un petit robot et s'imprègne de lui. Il le prend pour sa mère. Ce robot, lui, est programmé pour se déplacer de façon totalement aléatoire. Et pourtant, chose incroyable, quand le poussin est là et qu'il veut que sa mère robot soit près de lui, le robot passe beaucoup plus de temps dans sa zone. Comme si le désir du poussin influençait le hasard. Alors, comment est-ce que ça pourrait marcher? L'idée, ce n'est pas que l'intention exerce une force physique directe. Elle semble plutôt agir sur l'indétermination du système. Au cœur d'une zone de pur hasard, une intention bien focalisée pourrait agir comme un attracteur, une sorte de pôle de cohérence. On pourrait appeler ça courber les probabilités. C'est l'acte d'imposer une fréquence d'ordre, l'intention, sur un système qui par nature est chaotique. L'intention ne force pas un résultat, elle sculpte le hasard. Elle penche la balance des possibles. Alors, la prochaine fois qu'on actionne un interrupteur, il faudra se souvenir de tout ça. Ce n'est pas juste un petit circuit qui se ferme. C'est une onde de choc qu'on envoie à travers un océan invisible pour réveiller une force plus vieille que la Terre. Et si la solidité du monde n'est qu'une illusion de champ et que notre intention peut réellement influencer le hasard, la vraie question devient: quelle réalité sommes-nous collectivement en train de façonner à chaque instant?